Nicolas Rombaud qui a co-signé avec Benoît Vrignon un papier qui a pour titre la simulation au service de la pédagogie, un exemple de l'évaluation formatrice. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Rombaud, je suis médecin généraliste et je suis venu avec mon associé Benoît Vrignon. On travaille avec la faculté de médecine de Lyon-Est à la réalisation d'un simulateur de consultation. Alors je vais vous le décrire rapidement. On parlera du concept d'évaluation formatrice et on verra comment ce simulateur permet justement de mettre en œuvre l'évaluation formatrice. Notre logiciel, c'est un simulateur de consultation en ligne qui permet de placer des apprenants face à des patients virtuels dans le cadre de cas cliniques interactifs pour la formation des médecins. Là, on est bien dans la formation des médecins, que ce soit formation initiale ou DPC. Vous voyez ici l'interface de notre simulateur. Nous, on a fait un choix d'interface qui nous permet de laisser l'apprenant entièrement libre du début à la fin de la consultation, libre de tous ses actes pour essayer de reproduire un raisonnement le plus réaliste possible. Donc, vous voyez ici les différentes étapes de la consultation, interrogatoire, examen clinique, examen complémentaire, diagnostic, prescription. Le patient au milieu qui va répondre à nos questions. Ici, une interface de recherche pour poser des questions. Et puis un historique. Donc ici, on ausculte la patiente. On n'a pas de son, désolé. Je n'ai pas non plus l'auscultation cardiaque. À la fin de chaque consultation, va être généré de manière automatique un rapport qui va permettre un feedback, un débriefing sur la consultation. Le rapport contient des scores, des critères d'évaluation pour les expliciter pour l'apprenant, et puis un historique des actions, de toutes les actions effectuées par l'apprenant pendant la consultation. Ce qui va faire un outil très intéressant, comme on le verra, pour analyser le raisonnement clinique. Alors voilà pour le logiciel très rapidement. Le concept d'évaluation formatrice, je vais le replacer un petit peu très rapidement dans le contexte pédagogique pour mieux l'illustrer. Donc, la pédagogie par objectif se proposait au début de redéfinir les objectifs pédagogiques en termes de comportement observable, comportement de l'apprenant, qui soit observable après la formation alors qu'il ne l'était pas avant. Elle insiste beaucoup sur la remédiation. L'évaluation formative voulait répondre à la définition très précise des objectifs par la définition très précise des critères d'évaluation. Et évaluer non seulement les connaissances de l'apprenant, mais aussi ses processus d'apprentissage et de raisonnement. En même temps se développait aux États-Unis la pédagogie de la maîtrise, qui était issue de la formation programmée et du courant behavioriste, donc quelque chose d'assez mécaniste, mais très efficace, qui insistait beaucoup sur le feedback et la remédiation, qui a donné plus tard en Europe la naissance de la pédagogie différenciée. À partir de ces questionnements, de ces recherches, s'est mise en place une expérience en 1974 dans un lycée marseillais, au lycée Marseille Vert, dans des classes de seconde, première, terminale, par deux enseignants et chercheurs qui s'appelaient Bognol et Nunziati. Une expérience pédagogique qui a consisté à mettre en place plusieurs objectifs qui étaient très ambitieux, donc qui méritent d'être un peu expliqués. L'appropriation par les apprenants des critères d'évaluation, ça nécessite, comme on l'a dit déjà, de définir ces critères d'évaluation dès le début de la formation, avant même de commencer les cours, et ensuite de les communiquer à ses étudiants. Déjà, ça c'est très efficace pour les faire progresser. Quand ils connaissent nos critères d'évaluation, ils sont meilleurs aux examens. Et puis de créer des exercices spécifiquement dédiés à l'appropriation de ces critères. Ça va être par exemple de distribuer dès le début des enseignements aux élèves un devoir déjà corrigé et de le discuter avec eux pour qu'ils comprennent vraiment comment on va corriger. Ensuite, l'autogestion des erreurs, en fait, c'est plus que ça. C'est vraiment renverser le statut de l'erreur et en faire un outil central de formation. Considérer que chaque erreur apporte un enseignement. Et de donner la compétence aux apprenants de gérer eux-mêmes leurs erreurs et donc de leur donner la maîtrise de processus
qui vont leur permettre d'être des acteurs centraux de leur formation. Alors pourquoi ce simulateur de consultation permet de mettre en place cette évaluation formatrice? L'évaluation formatrice, même si on transfère une partie des compétences de l'enseignant à l'apprenant, on imagine bien que c'est loin d'être une méthode qui va nous dispenser d'avoir des enseignants. Puisque bien au contraire, il faut définir les objectifs, définir ces critères d'évaluation de manière extrêmement précise, faire des exercices spécialement pour expliciter ces critères d'évaluation, rendre chaque correction associée à un commentaire extrêmement détaillé et en permanence organiser des séances de remédiation. Donc ça demande un investissement énorme de la part des enseignants qui explique que cette pédagogie qui est très efficace soit très dure à mettre en œuvre par manque de moyens humains. La solution, c'est de pouvoir disposer d'outils qui, en éliminant les tâches répétitives, permettent justement de libérer l'enseignant pour sa tâche réellement pédagogique. Et donc dans notre logiciel, on permet de définir les objectifs dès le début. On a obligation, quand on construit ces cas cliniques, de définir en même temps ces critères précis d'évaluation. Et on va être aidé, on a des outils pour les critères d'évaluation un peu plus globales, comme d'évaluer certains aspects du raisonnement clinique. Et ensuite, on a un rapport qui est généré automatiquement, systématiquement à chaque consultation et qui est délivré à l'apprenant. Donc sans aucun travail, l'apprenant, sans aucun travail supplémentaire de la part du prof, les étudiants obtiennent tout un certain nombre d'informations qui leur permettent de s'auto-évaluer, de comprendre l'origine de leurs erreurs et éventuellement de prévoir eux-mêmes leur propre remédiation en suivant d'autres cas ou d'autres formations. Comment ça va se présenter en pratique? Pour l'apprenant dans le rapport, il va avoir ce genre de données. Des choses qu'il aura bien fait, des items auxquels il aura pensé, par exemple la fréquence respiratoire. Ici, on a un critère d'évaluation précis, la fréquence respiratoire, c'était utile de la rechercher. Et on a une explication, parce que c'est un critère de gravité important. Et la même chose pour ce qu'il aura oublié. Il a oublié de chercher la température, c'était indispensable. L'enseignant aura accès au même type de données, mais en plus, il aura accès à des données qui concernent tout le groupe, de manière à se rendre compte d'un seul coup d'œil, sans travail supplémentaire, de l'état d'avancement de son groupe. Donc ici, la fréquence respiratoire, tout le monde y a pensé. Donc il sait que c'est quelque chose de maîtrisé, alors que la température a été oubliée quasiment par tout le monde. Donc là, il va falloir retravailler dessus. On peut aussi générer des graphiques comme ça, qui montrent la répartition des notes dans le groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir cette répartition pour une formation, pour un cas clinique, mais aussi pour une certaine étape du cas clinique, l'interrogatoire, l'examen clinique, ou une étape de raisonnement, la recherche de l'étiologie, la recherche de la gravité. Et ça nous permet de placer l'apprenant, de voir s'il y a un apprenant ou un groupe d'apprenants qui sont en retard sur une compétence. Donc, vous voyez qu'on a tout un certain nombre d'outils qui permettent des données très précises, non seulement sur les connaissances de l'apprenant, mais aussi sur son raisonnement. Et ce, sans travail supplémentaire, ce qui, dans la pédagogie, dans l'évaluation formatrice classique, demandait énormément de travail et rendait sa mise en œuvre très difficile. Et donc, qui dit données précises, dit possibilité de remédiation ciblée. Donc, merci. J'espère vous avoir convaincu de l'intérêt de ce simulateur dans ce contexte. Voilà les deux ouvrages un peu fondamentaux là, qui m'ont servi, surtout formatrice, vous avez dit formatrice, de la chercheuse Georgette Mounzati, qui a publié en 1990 la théorisation résultant de son expérience au lycée Marseille-Vert en 1974. Et pour plus d'informations sur le logiciel en tant que tel, je vous invite à aller sur le site www.dedicated-learning.fr qui résume un petit peu ses caractéristiques.